Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24, à la une de l'actualité. En Guinée équatoriale, le deuxième dialogue sur le PIDA a débuté ce mardi 2 septembre, 2 jours qui signeront l'achèvement de la première phase du programme en 2020. Une réunion sur la crise libyenne ce jeudi 26 septembre s'ouvrira à l'ONU. Une dernière chance pour régler le conflit et faire cesser les attaques des troupes du maréchal Khalifa Haftar. Et enfin, rendez-vous en fin d'édition avec Wendy Rose Chibassou, une DJ congolaise qui pratique sa musique à Kinshasa, une artiste également engagée à travers sa musique. Mais tout d'abord, dans l'actualité, le deuxième dialogue sur le PIDA, le programme pour le développement des infrastructures, s'est ouvert ce mardi 24 septembre à Malabo, en Guinée équatoriale. Un événement qui se tiendra durant 2 jours et qui signe l'achèvement de la première phase du programme en 2020. Depuis son lancement en 2012, 51 projets ont vu le jour dans les secteurs de l'énergie, du transport, de l'eau ou encore des technologies de l'information et de la communication. Notre correspondante Fanny Mounichi est sur place pour nous donner plus de précisions sur le déroulement de ce dialogue. Nous l'écoutons. Le deuxième dialogue sur la mise en œuvre du PIDA, programme pour le développement des infrastructures en Afrique, a lieu ici à Malabo, en Guinée équatoriale. Nous sommes au centre de conférence de Sipopo. C'est là que pendant 3 jours, les participants à cette conférence vont échanger. Il sera question pour les États de trouver des solutions afin d'accélérer la réalisation des infrastructures sur le continent. C'est d'ailleurs le thème retenu pour ce second dialogue. 3 jours au cours desquels l'état d'avancement des projets de la première phase du PIDA sera évalué. Sera également posée la question centrale du financement. Et puis les discussions déboucheront sur la deuxième phase du PIDA, dont le lancement officiel est prévu pour janvier 2021. Une seconde phase que l'Union africaine, que la Commission de l'Union africaine annonce déjà comme radicalement différente. Et il faut dire que l'enjeu est de taille. D'après la Banque africaine de développement, l'Afrique doit investir chaque année 130 milliards de dollars pour rattraper son retard en infrastructure. Le Togo fait face à la menace terroriste qui touche le pays voisin, le Burkina Faso. Les 2 pays partagent une frontière qui amène l'État togolais à prendre des mesures de sécurité supplémentaires. Le but, empêcher le pays de basculer dans la violence des attaques islamistes. Ce samedi 21 septembre, au moins 2300 armes à feu, dont des armes de guerre, ont été détruites par les autorités à la périphérie de la capitale Lomé. Marcel Farba-Maroun. Fusils de chasse, pistolets, armes de guerre, ce sont quelques 2300 armes à feu ainsi que 10 000 munitions saisies ces derniers mois par les forces de sécurité qui ont été détruites par les autorités togolaises samedi 21 septembre 2019 au champ de tir d'Agoé-Nivé dans la banlieue nord de Lomé. Une opération qui entre dans le cadre de la Journée internationale de la paix. Le gouvernement, en prenant la décision de brûler ces armes qui peuvent toujours faire mal, réaffirme sa ferme volonté, son engagement et sa détermination à préserver la paix, élément essentiel pour le développement d'un pays. La multiplication des attaques notées au Burkina Faso, dont la longueur de la frontière terrestre internationale continue avec le Togo est estimée à 126 km, a poussé les autorités togolaises à entreprendre une série de mesures visant à contrer l'avancée des attaques terroristes dans leur zone. Un comité interministériel a été mis en place afin de lutter contre les risques de propagation des violences djihadistes en provenance de pays voisins. Il s'est agi de mettre en place un code commun aux États du concert de l'entente, un code qui permettra, à partir du moment où la conférence des chefs d'État va se réunir pour l'adoption du document final, la mise en place d'une réponse unique et intégrée au phénomène terroriste. Parce qu'aucun pays tout seul ne peut lutter contre ce phénomène, étant donné qu'il s'agit d'un phénomène qui se répand dans des espaces multi-États. En août 2019, les députés togolais ont voté une loi qui permet au gouvernement de renforcer l'arsenal sécuritaire. D'après le président Faure Gnassingbé, des cellules terroristes ont été démantelées ces derniers mois dans le pays. Des services de renseignement européens ont d'ailleurs confirmé l'arrestation d'éléments terroristes dans le nord du Togo.
L'ouverture d'un débat à l'Assemblée générale des Nations unies ce mardi 24 septembre. Les 193 États membres de l'ONU se sont réunis pour cette 74e session afin de discuter de nombreuses questions sur le développement, la paix, la sécurité ou encore le droit international. Un débat afin de répondre à la problématique de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité et de l'action climatique. Le Ghana occupera le premier siège à hauteur de la première rangée durant cette session. Le président congolais Félix Tshisekedi prendra également la parole à la tribune de l'Assemblée de l'ONU. En marge de la 74e Assemblée générale de l'ONU, une réunion sur la crise libyenne doit s'ouvrir ce jeudi 25 septembre. Une rencontre, peut-être celle de la dernière chance, à l'heure où le maréchal Khalifa Haftar semble toujours préconiser la solution militaire. Un sujet de Zahra Mohamed Mouchou. La crise en Libye, l'une des questions au cœur de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte ce lundi 23 septembre à New York. C'est jeudi que la Libye sera évoquée. Les ministres français et italiens des Affaires étrangères présideront une rencontre sur le sujet. Objectif, parvenir à un accord sur l'organisation d'une conférence internationale. La France et l'Italie, dont l'implication dans la résolution du conflit reste pourtant au cœur de la controverse, la France notamment accusée d'entretenir le trouble dans le dossier libyen. Et la France cherche une entente entre les protagonistes en Libye. C'est vrai, il assure que l'armée libyenne doit être un rôle très important dans la solution de la crise libyenne. Et en même temps, il donne le soutien au gouvernement légitime qui était reconnu par le monde. Une communauté internationale qui pourtant dit soutenir la solution politique en Libye, où face au gouvernement de Fayez al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar continue d'opter pour la solution militaire. Alors que les combats se poursuivent en direction de la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale, les forces loyales au maréchal libyen ont en effet rejeté le 7 septembre l'appel des Nations unies visant à reprendre les négociations. Il y a une attente entre la France et l'Italie, c'est-à-dire on oublie la rivalité entre les deux pays sur le dossier libyen. Et c'est très important pour que la conférence internationale qui était appelée dans le sommet du G7 de réussir. Et l'autre chose que je remarque, que cette réunion a évité d'autres pays nuisibles dans le dossier libyen comme la Turquie et le Qatar. Donc, je pense que cette réunion sera réussie et les rivalités et les désaccords entre Paris et Rome est terminée maintenant. Donc, la voie est dégagée pour avoir une solution pacifique de la crise libyenne. Depuis son déclenchement en avril, l'offensive a fait au moins 1000 pertes en vies humaines et près de 6000 blessés. De son côté, Ghassan Salamé se veut optimiste. L'envoyé spécial de l'ONU en Libye estime qu'un accord politique entre le général Haftar et le gouvernement d'union nationale reste encore envisageable. Un remodelage financier pour les petites et moyennes entreprises en Tunisie, c'est le projet mené par le ministère de l'Industrie qui se dit engagé pour le développement de ces entreprises. Comment ? Avec un programme de 138 millions de dinars sur 3 ans pour financer ces PME. Le choix des entreprises se basera sur un certain nombre de critères préétablis. Les précisions d'Amenedji. 138 millions de dinars de financement. C'est le montant global mis à disposition de 64 petites et moyennes entreprises tunisiennes par le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises dans le cadre de la ligne de dotation et de soutien à la restructuration financière. Il s'agit en effet d'apporter aux entreprises en difficulté un soutien effectif de restructuration approfondie et de recapitalisation. Le gouvernement tunisien apporte son soutien, non pas comme un soutien de sauveteur, mais un soutien de responsabilité. On regardera surtout les PME
qui sont les plus constantes, les PME qui ont conservé leur main-d'œuvre, les PME qui sont productives, qui permettent à ce qu'on économise des devises et qui soutiennent la politique d'emploi du gouvernement de Tunisie. Au total, 600 petites et moyennes entreprises sont ciblées sur une période de 3 ans pour bénéficier de cette mesure. Inscrite dans la loi des finances tunisiennes 2018, cette dernière sera appliquée suite à une étude de diagnostic financier et économique des opérations d'accompagnement auprès des institutions financières. Chaque fois qu'on fait ce qu'on appelle la restructuration financière, le premier résultat qui est déjà très bon, c'est qu'il y a déjà un assouplissement des défis dans le secteur économique. On ne peut pas déjà prédire que ça ne marchera pas, on ne peut que souhaiter que ça marche, être vigilant et puis suivre le processus de mise en œuvre, éventuellement lorsqu'il y a des défis, les relever afin qu'on puisse apporter les correctifs nécessaires. Les petites et moyennes entreprises représentent 90% du tissu industriel national, 20% du marché de l'emploi et contribuent à hauteur de 17% au produit intérieur brut. Pour la première phase, 400 millions de dinars tunisiens avaient été budgétisés sur une période de 3 ans. Les réseaux routiers ouest-africains sont de plus en plus rudimentaires. 92,5% des routes sont bitumées, ce qui biaise le potentiel de croissance économique de l'Afrique. Pour accéder aux avantages du marché mondial, des infrastructures routières de qualité deviennent nécessaires. C'est dans ce cadre que s'est tenue la 12e réunion sur la consolidation des acquis de fonds d'entretien routier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Une réunion organisée par le groupe Afera d'Afrique de l'Ouest, le mot d'ordre durabilité des routes. Jean-Paul Ouedraogo. En Afrique de l'Ouest, 73% des routes régionales sont en bon état et 92,5% sont bitumées. Une performance qui s'explique en partie par les efforts consentis pour l'entretien des portions de route à l'intérieur des États, notamment par la création des fonds d'entretien routier de deuxième génération à partir des années 2000. Aujourd'hui, le défi, c'est quoi? C'est pour pouvoir disposer de ressources pérennes et suffisantes pour faire face à ces entretiens. Beaucoup de ces fonds-là ont connu une évolution. Il faut qu'ensemble, nous regardons comment préserver et consolider ces acquis-là. Dotés d'une autonomie relative, les fonds d'entretien routier sont confrontés aujourd'hui à de nombreux problèmes. Plusieurs réseaux routiers sont dans un état de dégradation avancée en raison, entre autres, de certains facteurs, dont l'âge, la surcharge à l'essieu ou encore l'effet de la pluviométrie, le non-relèvement à hauteur souhaitée de la quote-part de la redevance d'usage routier sur les produits pétroliers et la gestion des péages par l'administration mettent aussi à mal l'entretien des infrastructures routières. Vous savez, nos pays, nous avons d'énormes besoins alors que les ressources sont rares. Donc, mais il faut aller au-delà de cela. Non seulement augmenter les ressources par cette voie, mais les diversifier surtout. Et c'est en cela que les postes de paysage, de péage, d'autres formes de financement et l'emprunt bancaire sont aussi recherchés. Selon les estimations, l'Afrique investit dans les infrastructures l'équivalent de 4% de son produit intérieur brut. En comblant son déficit d'infrastructures, le continent pourrait accélérer la croissance de son PIB de 2% par an. Nous allons à présent à la rencontre de Wendy Rose Chibassou, une DJ des temps modernes. À travers sa musique, cette artiste veut briser des tabous et dépasser les normes sociales. Un engagement qui fait d'elle une source d'inspiration à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Âgée de 21 ans seulement, Wendy Rose Chibassou participe déjà à de grands événements musicaux dans le pays. Un sujet d'Aïssatou Diamanka-Besland. Briser les tabous, démolir les normes sociales, c'est ce qu'a fait Wendy Rose Chibassou, DJ des temps modernes. Wendy, âgée de 21 ans, est la DJ la plus recherchée de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, lieu de la rumba congolaise par excellence. Si les hommes ont longtemps dominé le monde des platines et de l'animation musicale, Wendy a désormais brisé les codes. Les films américains ont joué leur partition dans sa formation. Elle veut définitivement inspirer d'autres jeunes femmes à rejoindre les platines. L'expérience aide, en fait, inspire les autres femmes à prendre le risque, à se lancer dans des métiers qui ne sont pas fréquentés par les femmes pour pouvoir représenter, pour que la gente féminine soit représentée dans tous les métiers, dans tous les domaines.
Parce que c'est important qu'on soit représenté partout, parce que n'attendez pas à ce que dans des postes décisionnels, dans des métiers de postes décisionnels, que des hommes s'inquiètent pour notre cas, parce que il y a personne qui sait ce dont on a besoin comme nous-mêmes, les femmes. C'est précisément à travers le visionnage de vidéos musicales sur la plateforme YouTube qu'elle a appris le métier, devenu une passion. Aujourd'hui, elle se produit dans les boîtes de nuit de la capitale congolaise. C'était surprenant au début de voir DJ Wendy, une femme DJ. Mais dès qu'elle a commencé à jouer, dès qu'elle a commencé à faire bouger les gens, elle-même elle a de l'énergie sur le podium. Franchement, c'est super bien. Wendy a déjà joué au grand festival musical Musikin de cette année 2019. Son souhait, faire de Kinshasa la capitale internationale de la danse musicale qui attirerait les DJ du monde entier, à l'instar des DJ espagnols d'Ibiza. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.